Bonjour, 9e jour de confinement. Je me jette dans la lecture, dans la littérature, parce que j'ai l'impression que sans ça, je n'y arriverai pas. Un roman que j'ai découvert l'année dernière, Un matin d'hiver, de Philippe Villain. Ma vie se partageait entre l'université et Dan. Après mes cours, je le retrouvais rue Monge dans le vieil immeuble sans ascenseur où il habitait. Dès le troisième étage, j'étais essoufflé. Au dernier, l'asphyxie me guettait, les muscles de mes cuisses me tiraient comme si j'avais fait un effort surhumain. Son studio manquait d'espace, mais la vue était magnifique. Une grande fenêtre donnant sur les toits d'ardoise et sur des jours d'automne de la même incouleur. Quelques livres sur une étagère, une modeste armoire en teck, une kitchenette où dormait un réchaud électrique, un matelas posé à même le sol. Sa chambre était encore celle d'un étudiant. Rien ne semblait lui appartenir hormis les quelques objets sans réelle valeur. Cet inconfort me dépaysait. Il était celui de la passion. Une nouvelle histoire, un nouvel amour tient toujours du miracle. On se retrouve avec un homme, une femme, quelque part dans une ville. C'est une rue que nous avons fréquentée sans savoir que nous y ferions l'amour. C'est un immeuble devant lequel nous sommes souvent passés sans le remarquer. C'est une fenêtre qui nous fait voir le monde différemment. Le miracle tient aussi à l'apparition de l'autre. Soudain, il y a un corps près de nous, un corps inconnu qui nous touche et nous fait frissonner, un corps qu'il nous faut apprivoiser par des caresses et des baisers. Allongé près de lui les premières nuits dans son studio, je n'arrivais pas à dormir. Les journées sans le voir me paraissaient longues, j'aurais voulu être connecté sur lui, et je me retenais de me manifester. C'est souvent moi qui finissais par le relancer malgré tout, par un texto neutre sur la météo ou l'actualité. Même si je mourais d'envie de le voir où il se trouvait, de savoir où il se trouvait, ce qu'il faisait, je ne le questionnais pas. S'il ne répondait pas dans l'heure, notre attente devenue pesante, je m'inquiétais. Oubliant ses occupations et son caractère, il n'aime pas être dérangé, je lui en voulais de ne pas faire de moi sa priorité comme il était la mienne. Mais entendre les vibrations de mon téléphone provoquait un vertige en moi, comme si ce simple appareil avait eu un pouvoir direct sur le fonctionnement de mon cœur et le contrôle de mes émotions. Inutile de décrire ma déception lorsque je découvrais que le message tant attendu ne provenait pas de Dan, mais d'un ami ou d'un organisme quelconque, ma banque, mon opérateur de téléphonie, me donnant une information sans importance. Il suffisait que le nom de Dan s'affiche sur l'écran de mon téléphone en revanche pour m'animer. Mon attente trouvait sa justification. L'orthographe et la grammaire aléatoire des textos, leur sémantique, les modulations affectives des émotions n'avaient plus de secret pour moi, devenue experte dans leur traduction. Moi, l'enseignante de lettres, je n'avais ni honte d'utiliser ces figures, ni l'impression de participer à une soi-disant déchéance de la langue. Je maudissais les contraintes, réunions, colloques, obligations familiales, les empêchements de dernière minute qui me détournaient de Dan, et je retombais dans une sorte d'hébétude, les fois où il m'informait que nous ne pourrions pas nous voir. Ce qui n'était pas si grave en soi prenait des proportions exagérées chez moi, et je commençais à douter de lui, de ses sentiments pour moi, des miens pour lui, de l'intérêt de vivre une telle passion irrégulière. Dans ces moments, mon attente devenait infinie, et la tristesse me saisissait, à l'idée des jours qu'il me faudrait passer sans lui. Notre début d'histoire me semblait s'annuler sous le poids de ma déception, et je me représentais avec terreur ce que serait ma vie sans lui, alors que cette même vie, 3 mois plus tôt, me paraissait trop paisible. Une femme amoureuse. J'étais une femme amoureuse, mais je n'osais pas lui exprimer mes sentiments, toutes les belles émotions qui me traversaient le cœur. Je craignais de le faire fuir avec mes sentiments démesurés, ma passion galopante, les promesses que j'avais envie de lui faire, les projets que je souhaitais réaliser avec lui. Ce n'était pas l'amour qui fait peur, ce sont les mots, les déclarations enflammées, leur poésie. Le silence est préférable. Il est déjà une phrase pour celui qui sait le lire. Je me taisais, je prenais sur moi, j'apprenais la patience. Je connaissais peu de choses sur sa vie sentimentale. Je ne m'autorisais pas à lui poser de questions sur les femmes qu'il avait aimées, autant par discrétion que par peur de savoir et d'être jalouse.
Aussi j'imaginais que c'était par amour qu'il était venu étudier à Paris, pour une fille qu'il avait appris le français, mais je me faisais peut-être des idées. Lui-même, par pudeur, peut-être ne manifestait aucune curiosité à propos de mon passé. Les longs textos que je lui écrivais pendant des heures, je finissais par les effacer. Ce n'était pas seulement d'exprimer mes sentiments, mon amour qui me grisait. C'était le fait même de le lui écrire. C'étaient ces mots, ces phrases, qui se formaient malgré moi, ces aveux que l'écriture et la distance provoquaient, et qui à la relecture me semblaient niais. J'avais l'impression d'entretenir un monologue avec moi-même. Je ne voulais pas seulement mettre des mots sur notre histoire, mais je voulais savoir ce que je représentais pour lui, de quelle nature étaient ses sentiments pour moi, s'il m'aimait tout simplement, même si sa présence, son enthousiasme, certaines attentions qu'il avait, des invitations au restaurant, des accès de jalousie des fois où il me voyait parler avec un collègue, me laissaient entrevoir son attachement. Voilà, ça continue, c'est l'histoire d'une passion qui, évidemment, s'est mal terminée, puisqu'un jour il a disparu. C'était un Américain. L'image, une image qui me reste de Dan est celle de son visage, quand il imite la tortue, ses yeux écarquillés et vides. Dan, qui reste sans regarder, traverse le monde sans s'y attarder. Quand je repense à lui aujourd'hui, ou quand m'apparaît son visage dans mes rêves, j'ai l'impression qu'une tortue me regarde. Voilà, très beau roman, très simple, Un matin d'hiver, Philippe Villain.